Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mardi 30 août et vous êtes dans Dev Café, votre émission quotidienne autour de l'actualité du développement mobile. Alors je sais pas si vous l'entendez autour de moi mais il pleut, alors j'espère que ça va pas trop vous déranger. En tout cas, en ce 30 août, deux petites choses à savoir. D'une, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait et à vous abonner à la chaîne parce que ça aide énormément. Et la deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé un 30 août? Eh bien c'était tout simplement le premier Doodle de chez Google, et en l'occurrence donc le 30 août 98, le premier Doodle c'était autour de Burning Man, qui est on va dire une spécialité des États-Unis, et donc je vous laisse aller chercher sur internet si toutefois vous connaissez pas, mais c'est voilà un peu folklorique. Voilà, maintenant je vous propose qu'on enchaîne avec les actualités. On commence ces actualités par des nouveautés et en l'occurrence c'est du côté de chez Apple avec iOS Beta 8, iOS 16 même Beta 8 qui est disponible. En l'occurrence c'est disponible que sur iOS 16, il n'y a pas d'iPadOS 16.1 comme la dernière fois parce que comme vous vous en rappelez peut-être, iPadOS lui arrivera au mois d'octobre, donc cette fois-ci il n'y a rien. Par contre pour les iPhones, sachant que ça va être annoncé le 7 octobre, voilà, ça vient corriger des bugs, des choses comme ça. Deuxième autre nouveauté, c'est du côté de la version 0.69.5 et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose, c'est de la correction de bugs. Juste ce que ça va permettre, la petite modif que vous voyez ici, c'est une modif pour Android. En fait avant il y avait deux fichiers SO, un pour cette bibliothèque là et un autre pour celui-ci. Maintenant il n'y en aura plus qu'un seul, ce qui va donc normalement permettre de gagner en performance. Et à noter également qu'en parallèle de cette version 0.69, il y a une version 0.70 qui est en release candidate, qui devra donc sortir très prochainement. Donc n'hésitez pas à la tester en parallèle. On passe ensuite du côté de chez Android avec un petit couac qui était intervenu lors du passage vers Android 13, c'est-à-dire que certains pixels ne pouvaient pas revenir sur les versions Android 12 ou Android 12L, comme c'était normalement possible en temps normal. Et là en fait ce qui vient d'être annoncé, c'est qu'on allait avoir cette possibilité là via une toute nouvelle image qui est mise à disposition. Donc le truc à savoir, c'est que si vous revenez en arrière, bien évidemment, vous revenez à l'instant où c'était, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas les dernières patchs de sécurité, donc il ne faut pas se dire je n'aime pas Android 13, du coup je prends l'image Android 12, non, et vous allez perdre en sécurité, vous allez perdre en fonctionnalité, mais ça vous permet uniquement, voilà, vous avez envie de tester quelque chose et il y avait une fonctionnalité, vous voulez vérifier si des API marchent, des choses comme ça. Ce sera fait pour ça. Pour tous les autres cas, surtout pour le quotidien par exemple, surtout ne le faites pas, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, on va regarder du côté, non pas d'Android 12, non pas du côté d'Android 13, mais de la version 14. Et en fait, sur le site qui gère les bêtas, dans la FAQ, on nous apprend quelque chose qui est relativement intéressant. C'est tout simplement que la version 13 QPR, alors j'y reviens dans un instant, se terminera en mars 2023, ce qui veut dire que donc Android 14 va débuter à partir de ce mois de mars 2023. Alors juste, qu'est-ce que c'est que ce Android 13 QPR? Alors je vous le montre, QPR ça veut dire Quarterly Platform Release, c'est-à-dire que dès le mois de septembre, vous allez avoir un 13.1 entre guillemets qui va être créé. Et en fait, c'est ce que Google appelle les pixel drops, où de temps en temps, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Eh bien, vous pourrez avoir ça sur votre téléphone en bêta. Et ensuite, forcément, au mois de mars, ce sera Android 14. Donc là-dessus, en termes de calendrier, le mois de mars, c'est généralement là où Google commence ses toutes premières versions pour les nouvelles versions d'OS. Donc voilà, là ça vient juste le confirmer. Donc voilà, maintenant vous êtes prêts pour Android 14 potentiellement et à connaître tout le calendrier pour les prochaines versions. Alors vous le savez peut-être pas, mais aujourd'hui Apple est devant Microsoft ou Nintendo dans les revenus générés dans le monde du jeu vidéo. Mais là-dessus vous allez vous dire, c'est bizarre, ils font pas de console, ils font pas de jeux vidéo, mais en réalité c'est grâce uniquement à l'App Store, aux revenus qui sont générés par les jeux, que Apple est aujourd'hui devant ces géants-là. Alors il reste encore Sony devant et Tencent. Alors Tencent ils ont racheté plein de boîtes, c'est pour ça qu'ils sont devant. Mais voilà, c'est quand même relativement intéressant de voir ça. Et donc si on a Apple qui finalement s'intéresse au monde du jeu vidéo, eh bien l'inverse commence à être vrai. Pourquoi? Parce que Sony a racheté hier du moins ils ont
annoncé avoir racheté, parce que peut-être que c'était déjà effectif avant, un studio, et ce studio est dédié au mobile, et en l'occurrence, ça va leur permettre de créer carrément une division dédiée à ce truc-là. Donc c'est bien vous dire que finalement, les gros acteurs aujourd'hui, c'est plus uniquement sur des consoles ou sur du PC, mais ils viennent également sur le mobile. Alors on peut voir ça comme une certaine concurrence de gros blockbusters de voilà, triple A, mais ça montre aussi un certain dynamisme du marché. Ensuite, la deuxième info, c'est que Microsoft a racheté, ou en tout cas est plutôt en cours de rachat parce que c'est en validation, Activision Blizzard King. Et en l'occurrence, ce qu'ils viennent de nous apprendre, c'est que eux, ils avaient racheté tout cet ensemble initialement, non pas pour les jeux sur les consoles ou sur les PC, parce qu'ils font notamment Call of Duty, des choses comme ça, mais ils l'ont avant tout fait pour la partie mobile. Donc voilà, c'est bien vous dire à quel point Sony et Microsoft s'intéressent aujourd'hui au mobile et à quel point finalement c'est d'une certaine manière l'avenir, parce que vu l'argent qu'ils ont mis, 70 milliards par exemple pour Microsoft, c'est quand même que ça doit être très très important. On va ensuite enchaîner autour d'un sujet qui est le typo squatting. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est relativement simple à comprendre. Donc là, imaginons ici vous dites je veux installer la dépendance request avec un S, et vous dans votre fichier qui liste les dépendances, paf, vous faites une petite erreur, vous oubliez quelque chose à droite ou à gauche. Plutôt que d'avoir un 404 qui vous dit ça n'existe pas, il y a quelqu'un qui a pris le nom avec l'erreur et qui va injecter une bibliothèque qui est totalement vérolée. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça va injecter du mauvais code dans votre application. Donc là-dessus, malheureusement, il n'existe pas vraiment de manière de s'en prémunir, parce que voilà, si vous réussissez à récupérer du code, ça va être difficile de le voir. Donc faites bien attention là-dessus, parce que potentiellement ça peut être dangereux. Alors ça va dépendre des frameworks, des technos. Typiquement sur Android ou sur Gradle, le truc fait 3 km de long. Je pense que dans ces cas-là, il y a peu de chances que ça arrive, mais par exemple sur React ou sur Flutter, ça peut être quelque chose qui est imaginable. Donc faites très attention, même si honnêtement dans les faits, ça devrait pas trop arriver. Et je voulais en fait profiter de cet article pour rebondir sur quelque chose que j'ai vu sur pub.dev. Et donc c'est cette dépendance-là qui est en ligne depuis 5 jours. Donc en fait, moi je fais une pauvre petite recherche et je suis tombé très facilement dessus, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et donc ce package-là, pour le coup, l'avantage de pub.dev, c'est qu'on peut télécharger le contenu de manière indépendante pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, à l'intérieur, c'est un Hello World, donc il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez, c'est une énorme publicité. Et là-dessus, moi je trouve ça dérangeant qu'il n'y ait pas un petit lien pour signaler cette bibliothèque, parce que là, voilà, j'ai envoyé un tweet il y a quelques jours. Toujours pas de réponse. Alors je crois que la manière officielle de faire, c'est en passant par GitHub et en ouvrant une issue, mais quand bien même, c'est quand même bizarre que depuis 5 jours, ce soit disponible. Et je vais vous dire comment est-ce qu'on trouve ce genre de package. Vous tapez Movie et vous dites rechercher par les nouveaux packages, et là-dessus, vous tombez sur celui-là très très facilement. Donc ça m'étonne qu'ils ne surveillent pas ce genre de choses. Et la question que j'avais avec vous à vous poser, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas mettre une certaine modération ou des choses comme ça? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, en fait, pour publier une dépendance, on écrit grosso modo une ligne de commande, on appuie sur valider, et 30 secondes après, c'est disponible pour tout le monde. Sauf que, ici, c'est l'exemple d'une pub, mais on pourrait tout à fait imaginer le cas du typo squatting où on injecte du mauvais code et personne ne s'en rend compte. Alors, est-ce qu'il faut des vérifications automatiques, manuelles? Ça, c'est à la limite à voir, mais ça paraît invraisemblable que ce genre de choses arrive à passer, notamment pour des gens qui s'appellent Google et qui ont par exemple YouTube, qui ont par exemple le moteur de recherche aussi. Comment est-ce que c'est possible de laisser passer ce genre de choses? Voilà, donc c'était une petite réflexion. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez aussi, vous, dans les commentaires. On termine ce Dev Café avec une interview de James Ward, qui est en fait le monsieur Kotlin de chez Google. Et en l'occurrence, donc, il nous explique que du Kotlin chez Google, c'est pas uniquement pour Android, mais ils en font aussi du côté du serveur. Et en l'occurrence, dans la question qu'il lui est posée juste après, donc côté serveur, en effet, aujourd'hui, la part de marché de Kotlin et sur ces serveurs-là, il est relativement faible, mais il indique qu'ils grossissent. Alors je ne sais pas sur quels indicateurs il se base, mais en tout cas il dit
Côté Google, il y a de plus en plus de projets qui se mettent à Kotlin pour du serveur. Voilà, si vous ne le saviez pas, ça c'est une bonne chose à savoir. Et il indique que pour lui, une des raisons qui vont faire que Kotlin sur la partie serveur ne va cesser de croître, c'est tout simplement l'interopérabilité avec Java. Parce qu'aujourd'hui, il dit, si vous prenez par exemple le cas de Rust, qui est relativement à la mode, entre guillemets, mais pour des bonnes raisons, eh bien, si vous partez sur Rust, vous êtes obligé de tout recommencer de zéro. Alors que si vous faisiez du Java et que vous passez sur Kotlin, eh bien, à la place, vous allez tout simplement pouvoir récupérer l'ancien code grâce à l'interopérabilité. Donc voilà, ça pour le coup, c'est en faveur de Kotlin. Ensuite, on lui demande, sur le cloud, on fait très souvent du JavaScript ou du Python, pourquoi est-ce que ces langages marchent et qu'est-ce qu'il en pense? Et en fait, lui, il est assez clair là-dessus, il dit, moi, j'ai pas envie d'avoir des surprises en production, donc ça, on voit vers qui c'est ciblé, donc JavaScript si vous ne voyez pas, dans lequel il dit « Moi, je veux pas de surprise et je veux que le compilateur fasse le maximum de corrections avant la publication, avant la mise en prod, comme ça, ça me rassure et de ce fait-là, j'aurai pas de problème. » Puis ensuite, on lui pose une question autour de Java et notamment du fait que Java, finalement, c'est assez lent en termes de nouvelles fonctionnalités. Et il nous explique que Java, finalement, aujourd'hui, a ce qu'on appelle l'avantage du dernier qui bouge. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Java aujourd'hui, si vous voulez les dernières fonctionnalités, c'est pas du tout vers ce langage-là qu'il faut se tourner. Il faut plutôt prendre du Kotlin, du Scala, qui vont évoluer beaucoup plus rapidement. Ensuite, on lui pose la question de, finalement, Java, aujourd'hui, c'est un langage qui évolue relativement lentement, et en l'occurrence, il appelle même le dernier à bouger. Voilà, c'est grosso modo comme ça qu'il l'appelle. Et en fait, il dit, il n'y a pas de problème pour Java d'être le dernier à bouger, parce qu'aujourd'hui, ils ont une telle part de marché qu'ils peuvent se permettre d'avoir cette position-là, et ça leur permet aussi de dire, je prends le meilleur de tout le monde. À l'inverse, vous avez Kotlin, par exemple, ou Scala, peu importe, qui, eux, vont avancer et vont itérer beaucoup plus vite. Voilà. En contrepartie, qu'est-ce que vous préférez? Quelque chose de très récent, quelque chose avec une plus grosse communauté? Ouais, c'est un peu... Finalement, chacun fait ce qu'il veut, parce qu'au final, les fonctionnalités au bout seront les mêmes. Puis on lui pose la fameuse question de la question à 1 milliard de dollars, à savoir le null safety, et il faut savoir que, voilà, en Java, tous les types qui ne sont pas primitifs sont forcément nullables, donc pour faire simple, les classes. Les raisons pour lesquelles ça n'a pas été implémenté pour lui en Java, c'est maintenant, voilà, c'est un peu trop tard et ça va être un peu compliqué. Mais on lui dit, pourtant, les gens de chez Dart, ils y sont bien arrivés avec le null safety, et en effet, on est passé au null safety sur Dart il y a quelques mois à années. Pour être tout à fait honnête, pour vous donner un retour, normalement, c'était censé se faire en ligne de commande. Ça, c'était sur le papier. En pratique, c'était pas trop le cas. Moi, j'ai dû tout faire à la main. Et en fait, là, ce qu'il explique, c'est que en tant que tel, c'est pas vraiment le fait de convertir le langage vers le null safety qui n'est pas possible. Voilà, Java pourrait tout à fait le faire. Mais le problème, c'est que vu tout l'écosystème et tous les types qui sont imbriqués aujourd'hui un peu dans tous les sens, ce serait très très compliqué d'effectuer cette migration. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Java sera jamais null safety et il va falloir faire avec. On lui pose ensuite la question de qu'est-ce qu'il aimerait voir améliorer dans les différents langages. Donc côté Java, il dit le gros problème qu'il y a, c'est la notion de mutabilité, c'est-à-dire qu'une classe, potentiellement, vous pouvez la faire évoluer. Si vous faites évoluer votre classe, il va y avoir plein d'états, et forcément, votre application, si vous ne comprenez pas ce qui se passe à un instant T, ça va très probablement venir de là où vous avez un état auquel vous n'étiez pas préparé, et ça va faire un peu tout et n'importe quoi. Pour ce qui est du Kotlin, qu'est-ce qu'il aimerait voir améliorer? C'est l'ajout de la syntaxe qui prend en Scala, qui s'appelle le monadic chaining. Alors moi je connaissais pas, ça ressemble à ça, le monadic chaining. Donc si je vous explique, en gros vous ouvrez un bloc de code dans lequel vous dites j'appelle cette méthode ou cette variable que je stocke dans trade, ensuite je valide le trade et je le mets dans validated, et ainsi de suite. Bon, alors voilà, ça ressemble à ça. Je sais pas si c'est très intéressant en tant que tel, parce que finalement, aujourd'hui, c'est si je crée une variable et je dis égale quelque chose d'autre, ça fait exactement la même chose. Là, ce serait dire l'avoir sous cette forme-là. Bon, pourquoi pas, je sais pas trop. Si vous voyez des avantages à cette annotation-là, n'hésitez pas à me le dire. Moi voilà, comme ça de premier abord, ça me dit pas grand chose. Et enfin, on va terminer
avec la question qui lui est posée sur aujourd'hui on fait du COBOL depuis 60 ans, est-ce qu'on va faire du Java en 2056? Et il dit très clairement oui, ça va continuer, tellement la part de marché de Java est aujourd'hui importante. C'est pas grave si en tant que tel le langage n'évolue pas, de toute manière il y a un écosystème autour avec, voilà, vous voyez ici tous les langages qui peuvent exister. De cette manière-là, on va continuer à faire des langages autour de la VM. Et il dit très clairement qu'aujourd'hui, en termes d'écosystème, c'est là où il y a le plus de développeurs. Voilà, donc c'était une petite interview qui nous apprend rien en termes de nouveautés, mais son avis, je trouve, est plutôt intéressant, donc c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode de Dev Café vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ma part, je vous dis rendez-vous tout à l'heure à 12h30 parce que normalement il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et sinon, je vous dis à demain, à bientôt.